pour commencer, c'était peut-être nécessaire que je vous présente un peu l'itinéraire, parce que bon, certains d'entre vous me connaissent très bien, d'autres un petit peu moins. Donc voilà, donc, je vais essayer en premier lieu de donner une présentation. Alors, d'où est-ce que je viens? D'une vie d'ingénieur, et d'ingénieur essentiellement consacré au système électronique des bâtiments de guerre. Entre les années 72 et 2005, j'ai travaillé à peu près uniquement pour l'électronique embarquée sur les bateaux de guerre. Ça va des vedettes lance-missiles des années 70 aux frégates des années 90, le central opération d'une frégate, et en dernier lieu, un bateau d'écoute électronique, c'est-à-dire une grande oreille qui se promène sur la mer pour écouter les communications de tout le monde et qui met les Russes en fureur quand il est en mer Noire. Il s'appelle le Dupuy de Dôme. Voilà. Donc, Thales, c'est une entreprise assez grosse, première européenne d'électronique de défense et troisième mondiale. Bon, voilà, en gros. Et je suis parti en retraite en 2005. Et en 2005, j'ai changé complètement, puisque je me suis inscrit en licence d'histoire. Alors, j'ai fait une belle demande pour qu'on me dispense des 2 premières années, et donc je suis rentré directement en L3. Donc après, L3, option histoire des techniques, c'est le début de l'histoire. Ensuite, M1, M2 et doctorat sous la direction d'Anne-Françoise Garçon. Et la thèse de doctorat soutenue en 2013, et le livre est paru en 2018 sur la façon dont l'Académie royale des sciences pense la technique entre 1699 et 1750. Alors, pourquoi les bornes de date? Bon, il y a un peu d'arbitraire, il y a un peu de raisonnable. 1699, c'est le début de l'Académie des sciences, vraiment institution de la monarchie. 1750, c'est aussi la date retenue canoniquement pour dire que les Lumières commencent à 1750. Donc, que se passe-t-il avant les Lumières, entre guillemets? Et donc, il y a aussi la nécessité de ne pas trop traîner. Et puis, les milliers de pages des registres de séances de l'Académie des sciences, ça fait beaucoup. Alors, le questionnement d'Anne-Françoise Garçon était l'apparition des normes techniques dans les archives de l'Académie des sciences. Et ce que j'y ai trouvé est radicalement différent de ce qu'on y cherchait, parce qu'il n'y a pas de normes techniques qui apparaissent dans l'Académie des sciences, mais il y a beaucoup d'activités. Et comment et pourquoi l'Académie royale des sciences s'intéresse-t-elle à la technique? Alors, je vais donc faire un petit rappel du contexte, de façon à vous faire comprendre d'où on partait, comment ça fonctionnait, et pour ensuite prendre un exemple, et cet exemple, ce sera le tube de Pitot. Alors, l'Académie royale des sciences, comment est-ce que j'en suis et comment est-ce que je suis arrivé au tube de Pitot? Alors, il se trouve que dans les années 70, ça remonte à loin, je participais à l'installation de systèmes de combat sur des vedettes, et il y avait un lock à tube de Pitot. Bon. J'ai commencé mon exposé de soutenance en évoquant ce souvenir. Je le lis. Comment ne pas débuter cet exposé sans évoquer un souvenir personnel datant de 1972. Jeune ingénieur ayant à conduire l'installation sur un navire militaire d'un lock à tube de Pitot et son utilisation par les systèmes radars, j'ai demandé que l'on m'explique ce qu'était ce type de lock. Je ne me suis même pas soucié de savoir qui était Pitot. Arrivé dans le dépouillement des registres de l'Académie royale des sciences, à l'année 1732, j'ai découvert ce type de lock et son inventeur, Henri Pitot. Donc, il y a eu un télescopage. Je ne m'étais jamais posé la question, bon, lock à tube de Pitot, mais qui est Pitot? Et je l'ai retrouvé, je dirais, in extenso, avec la description de son lock. Alors, tout le monde, ou presque, a entendu parler, et le procès va commencer d'ailleurs en France, sur la disparition du vol Air France Rio-Paris en 2009, où on avait mis en cause les sondes de Pitot. C'était une application de l'idée initiale, le tube de Pitot. Et
lorsqu'on plonge un petit peu dans les registres de séance, lorsqu'on essaye de comprendre l'exposé de Pitot, ce n'est pas extrêmement difficile. Je vais essayer de vous le montrer. Il y a quelque chose qui est tout à fait frappant, c'est un passage du régime de la technique au régime de la technique scientifisée. Le mot est vilain, j'en ai pas trouvé d'autre. C'est le passage du comment ça marche au pourquoi ça marche. Et ça fait une grosse différence. Alors, Pitot a imaginé un dispositif pour mesurer la vitesse du courant d'une rivière et réciproquement la vitesse d'un bateau qui navigue sur l'eau. Donc, quel plan? Présenter rapidement le contexte, l'Académie royale des sciences, un académicien, Pitot, son dispositif qu'il a imaginé pour mesurer la vitesse du courant. Et alors, j'ai mis la mise en équation, entre guillemets, de l'appareil. À mon avis, les mathématiques dont je vais un tout petit peu parler, ça ne dépasse pas le niveau de la classe de troisième. Donc, on devrait quand même se comprendre. Ce qui est important ensuite, c'est que donc il imagine un dispositif. Partie suivante, il le met en équation. Ensuite, il conduit une vérification expérimentale. Et pour conclure, j'évoquerai un changement du régime de la pensée technique. Je nous renvoie en quelque sorte à presque 300 ans en arrière. Nous ne sommes plus familiers avec l'histoire. On étudie pratiquement plus l'histoire du XVIIe ou du XVIIIe siècle, extrêmement sommairement. Ma fille qui a fait une cagne ne connaissait l'histoire qu'à partir du Second Empire, ce qui était quand même un peu désolant. Le XVIIe siècle, c'est la naissance de la science moderne. C'est un résumé un peu pompeux, mais c'est le moment où il y a un changement du mode de raisonnement de la science et se fondent des académies. L'académie, ça renvoie à Platon, ça renvoie donc à des rassemblements de penseurs. Ces gens-là, d'ailleurs, s'appellent des philosophes naturels. On utilise le mot savant, mais aussi philosophe naturel. Le plus ancien, c'est l'Académie de Florence. Alors, je ne dirais pas avec un vilain accent italien, Accademia del Cimento, c'est l'Académie de l'expérimentation. Donc, retenez bien l'expérimentation parce que c'est et Paris, l'Académie royale des sciences en 1666. C'est quasiment une fondation autonome en 1662-6. C'est des savants qui décident de se réunir. Mais bon, dans la France d'Ancien Régime, tout est interdit, sauf ce qui est autorisé. Et beaucoup de choses sont autorisées. C'est-à-dire que ces gens-là se réunissent, Colbert s'y intéresse et leur fournit une salle pour se réunir, en leur demandant de rendre service à l'administration royale. Alors, il y a un changement important, c'est que les académies se veulent à l'écart des universités. Il y a une hostilité farouche vis-à-vis de l'université, où c'est le règne de la scolastique. La scolastique, c'est la discussion interminable de textes connus, où à partir du texte d'un auteur ancien ou d'un auteur religieux souvent, on développe une thèse, une antithèse, une synthèse, on montre que l'on a bien compris, qu'on discute, mais ce n'est pas réellement créatif. En plus, l'enseignement des sciences et la place des mathématiques est faible dans l'enseignement du XVIIe et même du XVIIIe siècle. Il y a un livre dirigé par René Taton qui est l'enseignement des sciences au XVIIIe siècle qu'on ne trouve plus, mais qu'on trouve en bibliothèque. Bon, j'ai mis une toute petite bibliographie à la fin, mais je n'ai pas mis cet ouvrage-là. Bon, donc voilà un peu le contexte. Donc, ces académiciens, 1666, c'est avant la borne temporelle que je me suis fixé dans cet exposé. C'est un petit peu… Alors, académie. Bon, aujourd'hui, si je dis c'est académique, c'est totalement péjoratif. Dès 1839,
le petit Robert le cite en 1973, se dit de ce qui suit étroitement les règles conventionnelles avec froideur et prétention. C'est ce qui est académique et d'exécuter. Sauf que, si on regarde un peu plus près, au début du XVIIIe siècle, l'Académie royale des sciences est tout sauf académique. En fait, à partir, et c'est complètement structuré à partir de 1699, c'est un organisme où on entre jeune, on y fait carrière, il y a des niveaux, on y entre au début comme adjoint, puis après comme élève, puis ça on devient adjoint, puis on devient pensionnaire. Il y a aussi des honoraires qui ne sont pas des gens qui travaillent, mais qui sont là pour le prestige de l'université. Mais il y a des honoraires qui travaillent, donc si vous voyez écrit que les honoraires de l'Académie ne font rien, c'est faux. Il y en a qui travaillent beaucoup. Ça permet de nommer des savants quand ils sont très nobles et très riches, sans avoir à leur verser une pension. Pour ceux qui ont des souvenirs de mathématiques, le marquis de l'Hôpital, célèbre par son théorème, est un honoraire. Bon. C'est l'élite des savants, c'est la première institution scientifique du royaume et probablement d'Europe. Donc, c'est une institution officielle. Et comme c'est une institution officielle, l'administration ne se prive pas de lui demander de participer à l'administration au sens très large. À l'époque, on aurait dit la police, mais ce mot-là, aujourd'hui, c'est l'administration de la technique. Alors, une petite remarque sur les noms des gens que l'on rencontre dans ces périodes-là, fin 17e, début 18e siècle, il y a beaucoup de noms de théorèmes et des noms de rues. C'est dire que ce sont des personnages qui sont des personnages célèbres et dont même la célébrité a un peu enjambé les siècles. Bon. En 1699, Colbert est mort en 1683. Il est connu pour certaines façons par son dirigisme administratif. Et ce qu'il a voulu de l'Académie, c'est qu'elle décrive les arts et métiers. Alors, la description des arts et métiers, c'est une entreprise que l'Académie va entreprendre avec une sage lenteur. 70 ans après, ce ne sera toujours pas fait. Il y aura eu des plages de gravés. Les académiciens ne se privent jamais d'écrire, que ça ne sert à rien de décrire, il faut chercher les principes. Et en fait, ils seront secoués par la publication de l'encyclopédie, comme Diderot a volé un certain nombre de planches gravées des descriptions réalisées par l'Académie des sciences. Il y a eu une petite querelle. Et quand on regarde le début des planches de l'encyclopédie, on voit que plusieurs académiciens certifient que ces planches n'ont pas été prises dans le travail de l'Académie. Alors, c'est une vaste fumisterie, parce que quand on met en regard un certain nombre de planches de l'encyclopédie et les planches de la description des arts, qui vont finir par faire paraître, parce qu'ils sont un peu vexés, on s'aperçoit que c'est les mêmes. Voilà. Alors, ce qui est encore plus important d'une certaine façon du point de vue de la technique, c'est qu'il faut juger les inventions. Alors, pourquoi juger les inventions? Plutôt les examiner. C'est que le brevet d'invention n'existe pas dans la France d'Ancien Régime. Le brevet d'invention, c'est une création de l'Assemblée constituante en 1791, mais un inventeur est parfaitement protégé par l'administration et par la loi quand il obtient ce que l'on appelle un privilège exclusif d'invention. Donc, privilège, vous avez le droit de faire une usine qui va fabriquer du fer étamé. Privilège exclusif, vous êtes le seul. Celui qui copie votre procédé est en faute et peut être puni par la loi et recevoir des amendes. Donc, il y a une protection de l'invention qui est construite par l'administration royale à ceci près que l'administration n'accorde le privilège qu'après avoir examiné l'invention et décidé si elle était nouvelle et utile. On peut déposer un brevet sur n'importe quoi aujourd'hui. Le brevet n'est pas examiné en tant que tel. Il est examiné juridiquement, il est examiné pour voir s'il n'y a pas d'autres brevets qui correspondent à
à cette invention, mais dès la loi de 1791, l'examen préalable est supprimé. Sauf qu'à l'époque où je me situe là aujourd'hui, on ne donne un privilège que si l'invention est nouvelle et utile. Alors, l'administration se charge de beaucoup d'examens d'invention, en particulier pour l'industrie de l'époque qui est le textile. Il y a suffisamment d'inspecteurs des manufactures dans l'administration, on n'a pas besoin de l'académie pour donner son avis. Mais dès qu'arrive une machine, une mécanique, une pompe, un dispositif quelconque, les premières demandes de privilèges exclusifs pour les premières machines à vapeur, là, le bureau du commerce qui délivre les privilèges est évidemment complètement incapable de juger si l'invention est nouvelle et utile. Et à ce moment-là, on demande à l'académie de faire l'examen et de prononcer un compte-rendu d'examen. Bon. Mais ça, c'est sur demande, mais n'importe qui, enfin, n'exagérons rien, n'importe qui ayant de bonnes relations avec le secrétaire perpétuel, ça limite un petit peu l'invasion des farfelus. N'importe qui ayant une relation avec le secrétaire perpétuel peut venir présenter son invention et les académiciens vont donner leur avis. Alors, ce que j'ai pu constater, c'est que assez souvent, il n'y avait pas de réponse. Et quand il n'y avait pas de réponse, c'est que finalement, l'affaire s'était arrêtée là et on avait cessé de parler de cette proposition. Mais l'Académie a déjà, en 1699, exactement le même rôle qu'aujourd'hui. Si le gouvernement a besoin d'une expertise technique ou scientifique, il la demande à l'Académie des sciences. Un exemple, on se demande comment diable on va mesurer la jauge des vaisseaux, le déplacement des vaisseaux, parce que le déplacement des vaisseaux, c'est super important, à cause des taxes que l'on peut faire payer au chargement emporté par le bateau. Donc, on demande aux académiciens de fournir quelle est la meilleure façon de jauger les bateaux, donc de mesurer leur déplacement. Et c'est quand même pas simple du tout. On demande de départager aussi des conflits sur le traitement des tissus et sur les teintures. Et ça donne des documents scientifiques écrits par des académiciens pour justifier telle ou telle façon d'interpréter la teinture. Donc voilà quelque chose de très important pour les académiciens. Et puis, dans la foulée, si j'ose dire, les académiciens examinent pour eux-mêmes, réfléchissent pour eux-mêmes à la technique et voir, et ce sera l'objet d'aujourd'hui, voir, proposent eux-mêmes des inventions. La référence historique sur l'Académie royale des sciences est Roger Hahn. À la fin, vous aurez la bibliographie détaillée qui a écrit l'histoire de l'Académie de 1666 à 1820 ou 30. Bon. J'ai recopié donc l'article 31 et l'article 34 du règlement. Donc là, c'est une petite pause pour lire. Bon, c'est très facile à lire si on a repéré que ça, c'était un S. Voilà. Donc, l'Académie examinera, si le roi l'ordonne, toutes les machines pour lesquelles on sollicitera des privilèges auprès de Sa Majesté. Elle certifiera si elles sont nouvelles et utiles. Les inventeurs de celles qui seront approuvées seront tenus de lui en laisser un modèle. C'est malheureux parce que dans la tourmente révolutionnaire, on a un peu perdu tous ces modèles qui étaient déposés. Une partie s'est retrouvée au Conservatoire national des arts et métiers, mais on n'est pas trop sûr, il n'y a pas eu d'inventaire. C'est dommage. Ceux qui ne seront point de l'Académie ne pourront assister ni être admis aux assemblées ordinaires, si ce n'est quand ils y seront conduits par le secrétaire pour y proposer quelques découvertes ou quelques machines nouvelles. Là, j'ose un anachronisme assumé, pur et dur, l'Académie et les études techniques. Bon, alors, ils ne font pas d'études techniques, ils font de la réflexion. Mais vous allez voir que dans l'article 22 du règlement, il y a quelque chose qui doit nous mettre la puce à l'oreille, si j'ose dire. D'abord, ils sont en contact permanent avec la technique.
dans certains cas, quand ils ont une proposition d'invention, ils regardent la machine en question et ils la recalculent complètement pour voir si c'est faisable. Ils vérifient la faisabilité d'une machine, parce qu'une machine qui n'est pas faisable n'est pas utile. Donc, l'inventeur se fait renvoyer dans ses buts. Et des techniques, c'est quand même pour eux un champ d'observation et de réflexion. C'est-à-dire que ils ne mélangent pas tous les domaines, ils ne mélangent pas la connaissance pure telle qu'ils essayent de la développer, les mathématiques. Les mathématiques du XVIIIe siècle, c'est quand même du niveau des classes préparatoires actuelles, largement. Pas dans le même, mais c'est quand même, il y a encore pas mal de théorèmes de mathématiques qui viennent d'académiciens de l'époque. En physique, évidemment, c'est moins développé. Encore que la physique newtonienne commence à apparaître. Donc on est dans un mouvement scientifique tout à fait nouveau. Et dans le règlement, alors ce n'est pas le roi qui a écrit le règlement. Ce n'est probablement pas l'abbé Bignon, premier directeur de l'Académie des sciences, mais c'est plutôt quelques personnes autour de l'abbé Bignon et de Fontenelle qui ont rédigé ce règlement et qui l'ont fait approuver par Jérôme de Pontchartrain, qui était secrétaire d'État à la Maison du Roi. Alors, cet article 22 met la puce à l'oreille, si j'ose dire. Quoique chaque académicien soit obligé de s'appliquer principalement à ce qui concerne la science particulière à laquelle il s'est adonné, tous néanmoins seront exhortés à étendre leurs recherches sur tout ce qui peut être utile ou de curieux dans les diverses parties des mathématiques, dans la différente conduite des arts et dans tout ce qui peut regarder quelques points de l'histoire naturelle ou appartenir en quelque manière à la physique. Et vous voyez que le mot description a disparu. On a le mot conduite des arts. C'est-à-dire qu'on met un petit peu les académiciens en demeure, en termes du bon français du XVIIIe, de s'intéresser aux principes qui sont derrière la conduite des arts, donc qui permettent de réfléchir. Alors, ils sont tous répartis en différentes classes. Il y a la classe des géomètres, la classe des mécaniciens, la classe des chimistes, la classe des botanistes. Mais compte tenu des places vacantes, il arrive qu'un mathématicien soit élu à une place de botaniste. Il ne fait pas de botanique, mais il fait une communication sur les mathématiques. Et dans le cas de l'examen des inventions, on nomme une commission. Alors, il y a alors, si on regarde d'un peu près, certains académiciens, en 50 ans d'académie ou en 40 ans d'académie, font tout de suite 2 examens d'invention. Il y en a d'autres qui en font 100. Et précisément, la personne dont je vais parler, c'est quasiment le champion, toute catégorie en moyenne annuelle des examens d'invention. C'est donc un homme qui est complètement immergé beaucoup plus dans la technique que dans la science, même si il appartient à la classe des géomètres et qu'il a fait des recherches en mathématiques. Alors, je regarde un petit peu. Alors voilà, donc nous arrivons à Henri Pitot. Je mets les pieds dans le plat d'une certaine façon. C'est un ingénieur des Lumières, mais aussi un savant. Vous trouverez tout ce qu'on sait sur la biographie de Pitot est contenu dans son éloge funèbre. Comme il est académicien, qu'il était académicien d'un rang, il était associé, donc c'était le plus haut grade, comme il avait quitté Paris pour retourner dans son pays du Midi, où il avait pris des responsabilités techniques, il avait été honoraire, et lorsqu'il meurt en 1771, son éloge funèbre est prononcé. C'est la seule source raisonnable qu'on ait pour sa biographie. Il y a bien un livre qui traite de la biographie des académiciens, je l'ai mis en référence à la fin, mais il ne dit pas grand-chose de Pitot, sauf qu'on connaît son éloge funèbre. Alors, ça fait une douzaine de pages, une quinzaine de pages, qui sont publiées dans le recueil annuel. Études médiocres, ce n'est pas étonnant, le grec et le latin, ce n'est pas ce qui l'intéresse.
Il s'engage dans l'armée, mais c'est plutôt sur la fin de la guerre de succession d'Espagne. Donc ça ne dure pas très longtemps. Et dans cette biographie, dont il avait certainement donné quelques éléments à Dortus de Méran, qui a écrit sa biographie, il a une découverte personnelle des mathématiques. Alors, lorsqu'on a quelques connaissances des évangiles en particulier de la conversion de saint Paul sur le chemin de Damas, on est frappé par les récits de tous ces académiciens qui, de façon récurrente, rencontrent les mathématiques comme une révélation. C'est comme une grâce mathématique qui leur tombe dessus, comme la grâce divine sur saint Paul. Et deuxièmement, ils sont pris en charge par un académicien plus ancien. Comme il commence comme adjoint, il travaille avec un académicien. Pitot travaille avec Réaumur. Réaumur est aussi un grand champion des examens d'invention. Donc il est adjoint en 1724, puis il est associé mécanicien en 1727, et comme il n'y a pas de place de pensionnaire mécanicien, il est pensionnaire géomètre, c'est-à-dire mathématicien, en 1733. Je l'ai dit, c'est le champion toute catégorie des examens d'invention. C'est un homme qui quitte Paris en 1742 parce que tout compte fait, c'est un homme du Midi, on a l'impression qu'il aime son pays et qu'il a envie de retourner dans le Midi. Et il est nommé directeur des travaux de la Sénéchaussée de Nîmes et directeur du canal royal du Languedoc. Le canal royal du Languedoc, c'est l'actuel canal du Midi qui va de Toulouse à la mer. Alors, directeur du canal royal de Languedoc, c'est vraiment un boulot d'ingénieur. Directeur des travaux de la Sénéchaussée de Nîmes, c'est aussi un boulot d'ingénieur. C'est lui qui est en particulier responsable de la construction de l'aqueduc du Pérou et de toute l'hydraulique des jardins du Pérou à Montpellier, pour ceux qui connaissent Montpellier. Il est aussi responsable de la construction du pont 18e qui double le viaduc romain du pont du Gard, que les gens ont appelé le pont Pitot. Je ne sais pas si on l'appelle encore le pont Pitot, mais comme les gens passaient sur le viaduc romain, ça commençait à devenir dangereux, et il a collé un pont 18e avec des voûtes et des piles plus solides au pont romain. Les photos du pont du Gard, en général, sont prises du côté où on ne voit pas le pont Pitot. Mais il existe quelques photos où on le voit. Donc voilà à peu près le personnage. C'est donc un homme, vraiment un homme de la technique. Et c'est un homme célèbre, vous voyez, rue Henri Pitot. C'est une rue à Carcassonne. Alors, Madame Simone Mazzori, qui faisait partie de mon jury, a vérifié qu'il y avait aussi des rues Henri Pitot à Nîmes. Bon, on a trouvé au total 6 fois des rues Henri Pitot. Donc, vous voyez que cette rue Henri Pitot a été donnée à un quartier tout nouveau, dans un quartier d'urbanisation nouvelle. Donc, il n'est pas oublié, sans doute dans le cas de Carcassonne, à cause du canal du Midi. On va rentrer un petit peu dans le vif de ce sujet. Il présente un mémoire en séance. Donc, le mémoire, vous le trouverez en annexe 4 en bibliographie. C'est destiné à mesurer la vitesse d'un fluide en mouvement ou réciproquement de mesurer la vitesse par rapport à ce fluide, c'est-à-dire la vitesse d'un bateau. Le dispositif est toujours utilisé, donc les sondes de Pitot sur les avions. Sur les bateaux, non. On n'utilise plus du tout de lock à tube de Pitot maintenant parce que comme tout le monde a un GPS, on n'a pas besoin de s'enquiquiner avec les locks à tube de Pitot. Vous savez qu'avant l'utilisation des GPS, la mesure de la vitesse des bateaux était une mesure toujours erronée, ou presque. Parce que ça mesurait au mieux la vitesse par rapport à l'eau. Il fallait tenir compte du courant, qui n'est pas toujours une grandeur connue. On le verra dans les descriptions de Pitot. Mais c'était encore, tous ces dispositifs-là étaient mieux que ce qu'on appelait un lock à l'origine. C'est un morceau de bois qu'on jette, et puis au bout d'une corde, il y a des nœuds. On compte les nœuds quand le bateau s'éloigne du lock qui flotte immobile sur l'eau.
Et c'est d'où l'expression filer 15 nœuds. Que celui qui mesure la vitesse compte les nœuds qui défilent en laissant la planchette en pas. Bon. Mais c'est la vitesse du courant, pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que la machine, la source d'énergie, ce qui fait tourner les moulins, ce qui fait tourner les marteaux dans les forges, les soufflets dans les forges, les marteaux, c'est le moulin hydraulique. À tel point qu'en anglais, le mot mill, moulin, a aussi désigné les usines. Et plus on a de courant avec une bonne vitesse, plus on peut récupérer d'énergie. Ils n'ont pas les idées claires sur la différence, sur la notion de travail, de puissance, d'énergie, mais ils n'ont pas des idées fausses. C'est-à-dire qu'ils sont capables de bien cerner l'enjeu de calculer une machine. Donc, je crois que j'ai mis en bibliographie un exemple de calcul de machine au XVIIIe siècle. Alors, ce que j'aurais bien aimé trouver dans les registres et que je n'ai pas trouvé, c'est pourquoi diable il a présenté son projet tout ficelé. Une idée, une inspiration, bon. Parce que c'est pas naturel, finalement. C'est évident quand on voit la description du lock à tube de Pitot, mais en même temps, pourquoi est-ce qu'il y a pensé? Bon. Si vous prenez un cylindre comme ça à peu près, bon, avec une dimension, et que vous essayez de le remplir dans votre évier, si vous le plongez dans l'évier sans lui donner de vitesse, il se remplit, mais ça monte jusqu'à une certaine hauteur. Si vous donnez une vitesse au cylindre et que vous le redressez rapidement, j'ai fait l'expérience, c'est vrai, l'eau monte plus haut. Donc, il y a bien une relation entre la hauteur d'eau dans un tube et l'écoulement et la vitesse à laquelle ce tube se déplace. C'est un peu vaseux, je le reconnais, mais comment diable y a-t-il pensé? C'est un peu frustrant de ne pas le savoir. Mais qu'est-ce qu'il écrit? Il y a un grand nombre d'autres occasions où l'on a besoin de connaître la vitesse des eaux des rivières, des aqueducs, des ruisseaux, soit pour connaître la force de l'eau sur les aubes, les roues de moulin et calculer l'effet de ces mêmes machines, soit enfin pour connaître l'endroit le plus avantageux d'une rivière pour placer un moulin, une pompe ou une autre machine. Alors, incidemment, calculer le rapport de vitesse entre les roues des moulins et la vitesse du courant, c'est un mémoire d'un académicien en 1704, qui est le premier. Tous les polytechniciens savants du 19e siècle le diront, c'est le premier qui a calculé une machine en mouvement. Tous les calculs de machines avant, c'était statique, c'était des leviers, mais une machine, c'est fait pour tourner. En tout cas, donc, Pitot, qui est bien au courant du mémoire d'Antoine Parent, dit bien que l'effet des machines, c'est la vitesse du courant. L'idée, j'ai envie de dire, c'est une idée, non pas stupide, mais c'est une idée d'un simplisme total. Si on plonge dans la rivière deux tubes, un qui est plongé dans l'eau mais qui est perpendiculaire au courant, un autre qui est coudé et qui offre une entrée d'eau dans la direction du courant. Vous voyez, le courant de l'eau, il rentre là et ça monte plus haut que dans l'autre tube. Donc, il a dû faire une observation. Il s'est dit, mais c'est un moyen de mesurer la vitesse. Bon, diable, comment faire? Il y a une relation entre la vitesse du courant et la hauteur où monte l'eau. Et c'est là où ça va devenir, j'ai envie de dire, intellectuellement plus intéressant, parce que Pitot en est à une comparaison. Il aurait pu s'arrêter là et en quelque sorte faire un étalonnage en disant pour une vitesse d'eau de 5 pieds par seconde, ça monte jusque-là, pour 10 pieds, ça monte jusque-là. Et on était encore dans de la technique du comment ça marche. Mais ce qui est important, c'est qu'il fait autre chose. Alors, à quoi ressemble l'objet? Il est décrit dans le volume où est publié son mémoire. Donc, on voit le tube avec
l'ouverture, le tube sans ouverture, avec des règles graduées pour mesurer les hauteurs. Tout ça, c'est monté sur un bâti en bois. Et Pitot fournit une table pour calculer la vitesse de l'eau, et il le dit en fonction de la hauteur des chutes. Vous allez comprendre immédiatement après pourquoi la hauteur des chutes. La hauteur, jusqu'où monte l'eau. Alors, il fait même des mesures de vitesse avec des petites unités, hein, des pieds, des points, des pouces, bon, des pouces, des lignes, des points. Le pouce, c'est 2,5 cm, un petit peu plus. Le pied, c'est 32 cm. Ce n'est pas 30 cm comme les Anglais, c'est 32 cm parce que à l'époque, on dit que le roi de France marche sur un grand pied. Et que le pied du roi déposé au Châtelet, qui est l'étalon, comme nous avons eu notre étalon du mètre, le pied du roi fait 32 cm et quelques chiffres derrière la virgule. Donc on a la vitesse de l'eau, alors que je regarde bien, en pieds pouces par seconde, la hauteur des chutes en pouces, lignes, c'est-à-dire en gros, si le courant va à 4 pieds par seconde, je fais 1,2 mètre par seconde, bon, c'est une vitesse de courant pas très forte, alors la hauteur qui montera dans le tube sera de 3 pouces. 3 pouces, 5 lignes et quelques points. Alors le point, c'est tout petit, hein. Les unités de dimension de l'époque, c'est tout petit. Alors, on peut un peu pester contre ces unités qui sont tout à fait désagréables, que sont le pied, alors la toise, 6 pieds, le pied, 12 pouces, le pouce, 12 lignes, 24 points. Bon, alors, faites-vous simplement cette remarque. Pour diviser une longueur étalon, pour diviser en 5 ou en 10, comme nous avons à le faire avec notre magnifique système décimal, c'est tout sauf facile. Imaginez une construction géométrique qui divise très précisément une longueur en 5, c'est pas simple du tout. Alors, j'y suis un peu arrivé, mais il faut quand même utiliser le théorème de Thalès, dresser 5 parallèles bien exacts. Bon, alors que diviser par 3, c'est facile, c'est les médianes du triangle, diviser par 2, c'est la médiatrice, c'est des constructions qu'on apprend en troisième, qui sont très faciles. Donc, ça me donne une certaine indulgence vis-à-vis de ces fichues unités. Donc, voilà le dispositif. Et là, c'est l'extrait de son mémoire, tuyau vertical, recourbé horizontalement et même évasé en forme d'entonnoir afin qu'elle y entre plus facilement. Elle y entrera. Et c'est là qu'il y a ce que j'appelle une entourloupe. S'élèvera dans le vertical à la même hauteur d'où elle aurait dû tomber pour acquérir la vitesse qu'elle aura. Je reviens à mon schéma. Que nous dit Pitot? Il y a un courant qui fait monter l'eau. Mais supposons que je maintienne un niveau d'eau constant à cette hauteur-là dans le tube, l'eau va sortir avec une vitesse que je peux calculer grâce aux équations de Newton. Alors, ça ne tient pas trop la route, hein. Mais sauf que Pitot, il ne connaît pas les équations de Bernoulli, il ne connaît pas les formules de Navier-Stokes, il ne connaît pas l'hydrodynamique, mais son analogie est, j'ai envie de dire, c'est astucieux. Bon, ce n'est pas une démonstration. J'ai connu un ingénieur qui disait « Oh, c'est une monstration ». Ce n'est pas du tout d'une rigueur. Le vrai raisonnement, pour ceux que ça intéresse, vous le trouverez dans Wikipédia, c'est un raisonnement en termes de pression statique versus pression dynamique. Mais quand même, la hauteur d'une chute étant connue, on sait ou par le calcul ou par des tables quelle vitesse il répond. Par le calcul. Il n'a pas fait des mesures dans cette table épouvantable. Il y en a encore une deuxième page. Dans cette table, il n'a pas fait de mesures pour chacun des points.
à l'évidence, il a fait des calculs. Donc, ça veut dire qu'il a mis en équation son dispositif. Et vous verrez, on peut reconstituer son équation. Même je n'ai pas trouvé d'équation à proprement parler parce qu'il se contente simplement, par le calcul. Bon, quel calcul fait-il? Alors, que ferions-nous? H égale 1,5 de GT2. Niveau, encore une fois, bon, on se souvient que la hauteur, en fonction du temps, c'est la moitié de l'accélération de la pesanteur par le temps au carré. La vitesse, c'est GT, d'où T égale V sur G, je le déroule. Vous n'avez pas besoin d'abord de vous affoler, parce que quand même, s'affoler pour des si petits calculs, c'est pas bien. C'était quand même pas trop difficile. Et il arrive à la formule V égale racine de 2GH. Je n'arrive pas, à retrouver son calcul dans la table. Enfin, je ne me suis pas bien appliqué. Je n'ai pas retrouvé son coefficient de proportionnalité, mais il y a un coefficient de proportionnalité. Et du moment que j'ai un coefficient de proportionnalité constant, il suffit que j'ai 2 points pour tracer une droite, ou 3 points. Donc, V égale racine de 2GH. Alors, je vous indique au passage que si j'ai mesuré H, il faut que je sache calculer une racine carrée. Et calculer une racine carrée, ce n'est pas à la portée de tout le monde, sans règle à calcul et sans machine à calculer. On apprenait en classe, quand j'étais très jeune, il y a donc très longtemps, on apprenait en classe de 3e à extraire une racine carrée, entre guillemets, à la main. Je ne me souviens pas trop bien de l'algorithme d'ailleurs, mais on savait le faire. Les gens de l'époque savaient le faire, mais les bateliers, les constructeurs de moulins, certainement pas. D'où sa table de calcul, qui montre bien qu'il s'est donné la peine de faire un calcul, j'ai envie de dire, avec une précision ridicule. Il a inventé une précision complètement ridicule en mettant des chiffres derrière la virgule qui n'ont aucune signification et qui ne sont même pas mesurables. La hauteur de l'eau dans le tube mesurée déjà en ligne, une ligne c'est 0,24 mm, donc ce n'est pas très grand. Après, c'est des mesures toutes petites. Bon, mais j'ai pris son tableau. Je me suis dit, je suis son raisonnement. On démontre que la vitesse est proportionnelle à la racine carrée de la hauteur. Alors j'ai pris le tableau, j'ai pris quelques points, j'ai mis en ordonnée la racine carrée de h et en abscisse la vitesse. Je n'ai pas truqué, hein. C'est super bien aligné, ce qui prouve qu'il a bien fait un calcul de proportionnalité. Il n'a pas étalonné son log, il a calculé son log. Voilà. Donc c'est racine carrée de h en fonction de la vitesse en pieds par seconde. Alors je l'ai mis en points parce que comme ça m'évitait d'avoir les pieds et les pouces et les points, c'était un peu agaçant. Donc vous voyez, je reviens à 30 secondes, il a une idée. Il matérialise son idée en réalisant un dispositif technique. Et puis il a dû bien calculer la précision, les graduations. J'ai évoqué ce problème des graduations. Il a fait une hypothèse sur le calcul. L'eau sort à la vitesse, l'eau sort de la hauteur h à la vitesse v qui fait monter à la hauteur h. C'est une entourloupe, je vous l'accorde si vous êtes rigoureux en physique. C'est pas non plus totalement idiot, hein, c'est quand même une certaine réciprocité dans les deux phénomènes. Mais regardez Wikipédia, vous verrez le calcul des dénivelés des tubes de Pitot, c'est beaucoup plus par pression. Et on ne mesure plus des hauteurs, mais on mesure des pressions dans les sondes de Pitot, qui mesurent la vitesse des avions par rapport à l'air. Mais il y a un tube qui est perpendiculaire au déplacement de l'avion et un tube qui est dans le sens du déplacement de l'avion. Donc c'est quand même bien le même principe. Bon, un technicien, un ingénieur, un savant, quand il est arrivé à ce point-là de l'aventure,
fait quelque chose qui s'appelle une vérification expérimentale. Je suis un peu indulgent quand je dis qu'il fait une vérification expérimentale rigoureuse. J'aurais dû dire aussi rigoureuse que possible. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une embarcation à voile, équipée du tube, des 2 tubes d'ailleurs. Il fait un parcours sur la Seine, de Poissy à Conflans, le confluent de l'Oise, donc ça fait une certaine distance. Il mesure le temps mis pour parcourir une distance connue et il la compare aux indications du tube en tenant compte des fluctuations observées et naturellement de la vitesse du courant. Donc il fait une démarche expérimentale propre, il n'oublie pas de paramètres, simplement les mesures sont vaseuses parce que le parcours n'est pas parfaitement rectiligne, parce que le bateau ne va pas toujours à la même vitesse, mais il le reconnaît, il en tient compte. Vous verrez le texte. Est-ce que vous lisez suffisamment pour que je ne le lise pas à haute voix ou est-ce que vous voulez que je le lise? Je veux bien que tu le lises, Bernard. Bon, d'accord. Pour faire une expérience qui eut rapport au sillage des vaisseaux. Donc là, il s'agit de mesurer la vitesse d'un bateau. Je me fis remonter dans un petit bateau à la voile sur la Seine entre Poissy et le confluent de l'Oise. Le vent était assez fort et les vagues fort grosses pour la Seine. L'eau monta dans le tuyau recourbé de la machine depuis 18 jusqu'à 24 pouces. Ainsi, la vitesse respective qui était égale à la somme de celle du bateau en montant et de celle de la rivière en descendant, il remonte le courant. Donc la vitesse mesurée par rapport à l'eau, c'est la somme de 2 vitesses, celle du courant et celle du bateau. Fut depuis 9 pieds 2 pouces jusqu'à 10 pieds 7 pouces par seconde. Cette différence provenait de ce que nous passions dans des endroits plus ou moins à l'abri du vent. J'observais aussi que le bateau nous avait remonté d'environ 2300 toises en 30 minutes. Et comme les eaux, quoique retenues par le vent, pouvaient faire alors 2 pieds et demi par seconde, ce qui donne 750 toises en 30 minutes, vous pouvez me faire confiance, je vais vérifier, c'est bon. Ou de 6100 toises par heure, ce qui donne 10 pieds 2 pouces par seconde. Bon. Donc, mesure macroscopique, mesure globale et non instantanée de la vitesse par distance parcourue divisée par le temps de parcours. Bon. On a fait 3050 toises en 30 minutes, 6100 toises par heure. Bon, 6100 toises, je divise par 6, je divise par 3600 et j'arrive à des pieds par seconde. Et que constate Pitot, c'est que tout compte fait, cette vitesse de 10 pieds 2 pouces par seconde, elle est à peu près moyenne entre celle de 9 pieds 2 pouces et 10 pieds 7 pouces trouvée par la machine. Je vais vous surprendre un petit peu en vous disant tout compte fait, en 1970, quand on mesurait la vitesse d'un bateau avec un log sophistiqué, avec les pressions hydrodynamiques, on n'avait pas des précisions bien meilleures. Parce qu'il est très difficile de faire aller un bateau, même propulsé par un moteur, en ligne droite. Il est très difficile de connaître parfaitement la distance parcourue. J'avais fait un calcul, justement, il y a bien fort longtemps, pour mesurer ce qui était dû au lacet du bateau qui va en zigzag. Quand on avait une mesure à 5% près, on était assez content. C'est en gros ce que trouve Pitot. C'est-à-dire que jusqu'au GPS, enfin jusqu'au premier satellite et jusqu'au GPS, on a mesuré la vitesse des bateaux avec une imprécision épouvantable. Or, il faut se souvenir qu'avant les satellites de navigation, la position d'un bateau était très difficile à connaître quand on était dans les nuages. On pouvait se tromper de 200 000 nautiques, ce qui est énorme, en faisant des erreurs sur la vitesse et l'absence de mesure de latitude. On avait bien la longitude avec les chronomètres, mais quand on ne peut pas faire de visée d'étoiles, qu'on ne peut faire que de la navigation à l'estime, c'était redoutablement imprécis. Donc Pitot, finalement, il est dans l'ordre de grandeur de ce qu'on avait encore il y a peu de temps. Vous voyez sa démarche. Alors, voilà le trajet qu'il a fait. Donc, il est parti de Poissy, ancien pont de Poissy, et puis il est allé jusqu'au confluent. Alors déjà, ce n'est pas tout droit.
Bon, il y a une première approximation, mais bon, il faudrait faire le calcul de la corde d'un arc de cercle. Bon, je ne l'ai pas fait. J'ai mis le sens du courant pour bien montrer qu'il remontait le courant. Donc, il était en droit d'ajouter la vitesse du courant à la vitesse du bateau par rapport au courant pour avoir la vitesse totale, par rapport à l'eau. Je détaille, vitesse par rapport au sol plus vitesse du courant, 2300 toises. Tout est dit dans le texte de Pitot. Bon. Tout compte fait, 1%, on ne faisait pas mieux. Bien. Alors, je voudrais souligner, une chose, c'est que au XVIIe siècle et encore au début du XVIIIe siècle, le mode d'énoncé technique est celui de la réduction en art. Bon. Vous avez le droit de ne pas savoir ce qu'est la réduction en art, encore que ceux qui, comme moi, ont été en séminaire avec Anne-Françoise Garçon n'ont pas trop le droit de le dire. La première Académie des sciences reçoit la mission de décrire. En 1699, ce n'est pas description, c'est conduite. Et j'aurais pu mettre des dizaines de citations de divers académiciens disant « Nous ne donnerons que les principes de cette invention avant de donner la description pour plus tard. » Description qui n'arrive jamais. Je dis, en gros, 80 ans entre la parution des descriptions et la demande de Colbert. Et c'est à cause de Diderot et du vol des planches qu'ils se sont mis, ils ont distribué ce qui avait été vaguement écrit à tous les académiciens. C'est un astronome qui écrit l'art du savetier dans la description des arts et métiers. C'est Lalande, qui est un astronome assez abstrait. Bon, en fait, il a sous-traité à des artisans, mais la description, c'était quand même pas leur truc. Comment ça marche? Alors, en même temps, c'est pas totalement vrai, parce que certains métiers, certains objets techniques sont décrits avec l'esprit scientifique du temps. Si je prends l'exemple des encres, la description des encres de l'encyclopédie, en fait, c'est une recopie, j'allais dire une copie chinoise, d'un mémoire publié par Réaumur sur la fabrication des encres, complété par des recherches sur la façon dont il faut les calculer, la forme des bras, la résistance. Donc là, on est déjà dans de la technique scientifisée. Mais la description de l'art du sabotier, on est quand même assez loin du travail d'ingénieur. Ce n'est pas méprisant, c'est un autre travail. Moi, je ne saurais pas faire un sabot. Alors, cette description des arts, qui peut-être que je vais en choquer quelques-uns, mais Hélène Vérin, dans son livre sur la réduction en art, cite Bacon, qui dit « Parmi les errances qu'il dénonce dans le livre 1 du Progrès et de la promotion des savoirs, The Advancement of Learnings, il y a celle par laquelle, donc on cite Bacon, on réduit de manière prématurée et qui met fin aux questions le savoir en art et en présentation méthodique. » Donc c'est à boulet rouge sur la réduction en art. Et donc ça correspond bien, entre guillemets, à ce que Pitot veut faire. Comment ça marche? Non. Pourquoi ça marche? C'est une évolution majeure. Et pour moi, c'est le début des énoncés techniques qui conduit au livre d'ingénieur. J'ai fait un article sur les livres d'ingénieurs au XVIIIe siècle, c'est la référence 8. Un autre exemple, en 1731, donc dans les mêmes années, Pitot écrit « Théorie de la manœuvre des vaisseaux réduite en pratique ». C'est-à-dire qu'il y a une théorie qui précède la pratique. Alors que dans la réduction en art, on peut chercher, c'est quand même la pratique qui se réduit en description. Réduit
Alors, faites bien attention, c'est le sens réduit qui veut dire rédiger. Dans tous les dictionnaires pratiquement jusqu'au XXe siècle, quand on écrit réduire, ça veut dire aussi rédiger. D'ailleurs, ça vient du latin. La réduction en art, Cicéron écrit jus in artem redigere, réduire le droit en art, c'est-à-dire le mettre en ordre. Voilà. Voilà. Théorie de la manœuvre des vaisseaux, ou les principes et les règles pour naviguer le plus avantageusement qu'il est possible. Par M. Pitot de l'Académie royale des sciences. Paris, alors Jombert, c'est l'éditeur scientifique de l'époque. Tous les livres des ingénieurs vont paraître chez Jombert. Alors, je pourrais continuer en parlant de Bélidor, mais maintenant je vais passer à une petite, parce qu'il est un peu temps de vous laisser la parole, je vais passer rapidement. Bon, alors, c'est pas très, ça manque de modestie, mais je me suis mis en premier. Le livre de Roger Hahn, dont je vous ai parlé, The Anatomy of a Scientific Institution, il y a bien eu une traduction française, sauf qu'elle est épuisée. Je l'ai lu en le prenant à la bibliothèque de la Sorbonne en français, puis après, quand j'ai voulu l'acheter, je l'ai acheté en anglais. Bon, c'est pas d'anglais très compliqué. Ensuite, il y a des sources. Bon, l'histoire de l'Académie royale des sciences avec les mémoires de mathématiques et de physique, donc pour 1771, ça c'est pour l'éloge funèbre de Pitot. Vous avez le lien, vous allez directement à la BNF pour avoir la version numérique. Histoire de l'Académie royale des sciences avec les mémoires de mathématiques, etc., pour 1732. Le livre paraît en général 3 ans après. Donc 1732, c'est là où on trouve le mémoire de Pitot. Si vous voulez un autre exemple de la mathématisation de la technique, c'est calculer une machine au XVIIIe siècle, réduire en art la technologie de la Renaissance aux Lumières, donc c'est Hélène Vérin et Pascal Dubourg-Glatigny. Anne-Françoise Garçon a contribué. Et j'ai aussi écrit, fait une communication au CTHS qui est paru sur les livres d'ingénieurs, le cas de Bélidor, écriture et transmission des savoirs de l'Antiquité à nos jours. C'était un colloque qui avait eu lieu en 2020. Voilà. Non, le colloque a eu lieu avant 2020, parce qu'en 2020, on avait tous un masque. Ça devait être en 2018. Voilà. Et puis, la position de thèse, pour illustrer ce que je vous ai dit au début, cette plaisanterie sur, je n'ai pas demandé qui était Pitot, puis 40 ans après, j'ai su qui était Pitot. Voilà. Je vous remercie.